Bonjour à toutes et tous, merci de vous être inscrits aujourd'hui pour ce premier Community Talk. Pour vous présenter un petit peu le contexte, donc Superconnecteur, nous sommes une jeune startup, aujourd'hui accélérée d'ailleurs au sein de H7. Notre ambition est d'aider justement les communautés à animer et valoriser leur communauté, notamment par l'ensemble de leurs interactions, aussi bien sur les échanges et la facilitation des échanges entre les membres d'une communauté, faciliter les mises en relation dans une communauté et apporter tout un tas de contextes qui vont développer justement les échanges au sein des communautés. Et c'est donc dans ce contexte de lancement de notre nouvelle application qui aura lieu au mois de juillet que nous avons décidé de lancer cette série de 10 webinars qui auront lieu donc du 23 juin aujourd'hui jusqu'au 23 juillet. Et notre premier invité du jour est donc Simon Vitodo de H7, l'accélérateur justement qui nous accompagne, qui a une formidable communauté d'entrepreneurs qu'ils animent au quotidien et qu'ils valorisent de justement y revenir. Euh, J'espère que vous avez tous bien accès aux fonctionnalités de l'application. Donc, la vidéo chat pour poser, enfin pour échanger, discuter, réagir si vous le souhaitez pendant ce talk. Vous avez l'onglet questions qui vous permet de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas à privilégier ce canal. Nous ferons en sorte d'y répondre au fur et à mesure pour que ça crée un petit peu d'interaction plutôt que d'attendre la fin de la session. Voilà, et puis les sondages qu'on peut être amené à vous lancer si jamais l'opportunité se fait venir. Voilà. Simon, je te laisse te présenter. Merci, et puis merci surtout pour l'invitation, Damien, ravi d'intervenir pour ce premier Community Talk, d'autant plus que tu l'as dit, vous êtes l'une des startups qui fait partie de notre communauté, donc c'est avec plaisir que j'interviens ce matin. Donc bonjour à tout le monde, effectivement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'essaierai d'en prendre un maximum, peut-être pour me présenter rapidement. Donc moi j'ai rejoint H7 en décembre, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, donc au poste de Startup Manager. On reviendra sur ce que ça veut dire en termes d'animation de la communauté de startups, entre autres de H7, mais un petit mot sur avant. Moi, j'ai pas mal fait de l'animation de communauté, justement. J'ai travaillé 5 ans pour le groupe SOS, qui est un groupe dédié à l'entrepreneuriat social sur différentes missions, mais notamment toute une partie d'animation d'une communauté de citoyens sur des sujets d'innovation, d'entrepreneuriat, avec de l'accompagnement d'entrepreneurs aussi via des collectifs de citoyens pour lesquels on animait des ateliers pour répondre aux problématiques de ces entrepreneurs-là. Donc, il y avait déjà cette dynamique d'animation de communauté au service d'entrepreneurs. Et puis après, j'ai travaillé aussi presque 2 ans pour un réseau d'entreprises, les entreprises pour la cité, dans lequel, pareil, c'était l'animation d'une communauté d'entreprises engagées sur des sujets d'innovation sociale, d'open innovation, et également de mécénat et de RSE. Donc voilà, je viens effectivement plutôt de cette partie animation de communauté avant de rejoindre aujourd'hui H7. Merci pour cette introduction. Alors, est-ce que tu peux nous présenter H7? Comment est-ce que vous en êtes venu à construire cette communauté au sein de H7? Oui, bien sûr. Alors, H7, c'est le plus grand lieu de vie pour entrepreneurs à Lyon. C'est un projet qui a un peu plus d'1 an d'existence aujourd'hui, parce que l'inauguration, c'était en avril 2019. C'est un projet territorial, notamment porté par la métropole. L'idée, c'était d'avoir un lieu totem dédié au numérique et dédié aux entrepreneurs en croissance à Lyon, qui puisse fédérer l'ensemble de l'écosystème et des énergies positives sur l'entrepreneuriat numérique du territoire. Donc, il y avait une notion effectivement assez forte de communauté dès l'origine du projet. Et aujourd'hui, H7, donc c'est un bâtiment de 5000 m² avec 3 espaces, un lieu plutôt événementiel, la nef, où on accueille régulièrement, quand on n'est pas en période de crise sanitaire, des événements tout au long de l'année. On a un food court qui s'appelle Eat, sur lequel il y a des containers et des restaurants qui viennent expérimenter des recettes et qui peuvent recevoir du public, notamment le week-end, c'est assez animé. Et Home, donc, qui est le bâtiment dans lequel on se trouve tous les deux aujourd'hui avec Damien, qui est le bâtiment dédié aux entrepreneurs. Donc, on a à peu près aujourd'hui 70 entreprises, 70 startups qui sont hébergées au sein de H7. Peut-être une petite particularité sur H7, c'est que c'est un établissement
privé qui a été, comme j'ai dit, porté notamment par la métropole et la région, et avec un actionnariat aussi qui est à 85% associatif, donc plutôt d'intérêt général. Et donc, ça nous donne une identité assez singulière au sein de H7 dans le paysage des structures d'accompagnement de start-up avec plusieurs piliers forts. Il y a évidemment toute la partie tech et la partie business qui est le cœur d'activité de H7 sur l'accompagnement des startups, mais aussi une partie impact social qui est assez forte et qui est représentée notamment par le groupe SOS qui est actionnaire du lieu. Et on essaie d'impulser ces enjeux-là au sein de notre accompagnement et de la communauté, et une partie plus culturelle, créative avec Artifarty, qui est l'autre actionnaire principal de H7 et qui sont aussi nos voisins puisqu'ils occupent le bâtiment juste à côté de chez nous, Hôtel 71. Voilà rapidement sur H7. Ok, merci. Et alors, par rapport justement à cette communauté, déjà, effectivement, on va reprendre la question que Sébastien nous pose là dans le chat, qui est qu'est-ce qu'une communauté selon toi en termes de définition? Fondamentalement, qu'est-ce qui la constitue? Et quelles sont les différentes typologies de membres que tu as aujourd'hui dans la communauté de H7? Parce que c'est presque un écosystème aujourd'hui, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais. Sur ce qui définit une communauté, peut-être les fondamentaux, je pense que le premier, c'est déjà d'avoir un intérêt commun, un sujet commun qui va créer le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc nous, en l'occurrence ici à H7, c'est évidemment le sujet de l'entrepreneuriat, la volonté de créer des entreprises, de les développer sur le territoire et au-delà, et d'avoir aussi une vision commune de l'entrepreneuriat, je pense, qui est assez forte au sein de H7. Donc ça, c'est un peu le premier socle, je dirais, c'est avoir un intérêt commun et un sentiment qui va créer le sentiment d'appartenance à la communauté. Après, il y a une deuxième brique pour que vraiment on fasse communauté. Je pense qu'il faut qu'il soit facile de collaborer ensemble, de faire des choses ensemble. Et là, c'est tout ce qu'on essaye d'impulser dans l'équipe avec mes collègues Ninon, Julien, Émilie, donc sur cette dynamique de coopération et de mettre des outils à disposition ou des rituels qui permettent de faciliter justement ces coopérations, ces échanges mutuels. Il faut aussi qu'il y ait je pense, des signes visibles d'appartenance à la communauté. Ça peut parfois paraître un peu gadget, mais je pense que ça renforce le sentiment d'appartenance. Les stickers, tout le monde a sa tasse H7 ici. Enfin, je pense que c'est des éléments qui sont importants. Il faut pouvoir valoriser aussi les membres de la communauté, ceux qui appartiennent. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, nous, pour les startups, de pouvoir les valoriser en externe à travers les canaux H7 et également nos partenariats. Et après, un dernier point, peut-être sur ce qui fonde une communauté, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des limites et des barrières à l'entrée, en fait. La communauté, c'est aussi un cercle et tout le monde ne peut pas l'intégrer de prime abord. Et nous, on a aussi un gros travail d'être les garants, finalement, de cette communauté. On est régulièrement, nous, sollicités par des consultants, par des agences dont les startups sont potentiellement des clients ou des prospects pour eux. Et nous, on essaie de faire très attention à pas ouvrir largement les portes de la communauté pour pas que ces membres soient perpétuellement sollicités sur des sujets qui n'ont pas forcément l'état d'esprit qu'on souhaite de coopération, de bienveillance, mais plus du démarchage pur. Et ça, que ce soit sur les outils numériques ou même au sein du lieu. En tout cas, on fait assez attention à ce qu'il y ait cette cohésion dans les membres qui font de la communauté. Alors aujourd'hui, Cette communauté, donc quelle est la typologie des membres, aussi bien côté start-up que les partenaires. Je me souviens qu'au tout début, dans le lancement de H7, il y avait un gros focus aussi qui était fait sur les helpers, où là, avant de lancer H7, vous avez créé une communauté déjà de helpers. Quel a été l'objectif? Ouais, exactement. C'était l'objectif, c'était vraiment d'impulser cette dynamique d'entraide et de coopération dont je parlais juste avant. Donc aujourd'hui, sur qui compose la communauté de H7, il y a évidemment en premier lieu les startups qui sont accueillies, hébergées, accompagnées ici à H7. Donc ça représente entre 70 et 80 startups et bientôt plus, puisqu'on en reparlera peut-être. On est en plein recrutement d'une troisième promotion de startups, donc pour faire grandir cette communauté. Donc là, c'est le socle et c'est vraiment le cœur de la communauté. C'est tous ces entrepreneurs qu'on accompagne et qui font le cœur de la communauté, parce que les autres vont graviter autour. On a aussi une cinquantaine d'experts aujourd'hui ou de helpers, comme tu le mentionnais, donc qui sont soit des experts qu'on a sélectionnés et qui interviennent régulièrement au sein de Hachette et dont on sait qu'ils portent l'état d'esprit et les valeurs qu'on souhaite incarner, mais également des chefs d'entreprise plus expérimentés, des agences avec lesquelles on a noué des partenariats qui viennent apporter du contenu. Donc là, on a à peu près une cinquantaine, peut-être, je dirais, d'experts qui viennent très régulièrement à H7 et qui sont partie intégrante de la communauté.
On a des corporates aussi, des grands groupes. On a aujourd'hui 9 entreprises partenaires avec qui on essaie de favoriser des liens et des coopérations entre les startups de H7 et ces partenaires-là. Donc, ils font aussi partie intégrante de cette communauté. Des fonds d'investissement, on a 5 fonds aujourd'hui partenaires. Et puis après, on est aussi ouvert plus largement sur l'écosystème lyonnais. On a d'autres structures d'incubation et d'accompagnement qui sont aujourd'hui membres de la communauté. Je pense à Pulsalis qui a un bureau ici H7 et qui, pour certaines startups accompagnées par Pulsalis, pour qu'elles puissent intégrer cette communauté H7. Également pareil avec le Petit 112. Donc on a aussi cette partie-là. Et dans une moindre mesure, quelques écoles aussi qui interviennent, qui viennent ponctuellement travailler avec les startups de H7. Donc voilà, donc on a les habitants du lieu, notamment les startups, ses experts, les entreprises et les fonds d'investissement partenaires et l'écosystème lyonnais plus largement. Alors ensuite, dans une communauté, il y a souvent différentes typologies de niveau d'engagement dans une communauté. Est-ce que tu as une petite idée aujourd'hui, on va dire, en pourcentage, pour être assez large, sur le pourcentage réellement d'ambassadeurs de la communauté H7, ceux qui sont réellement, l'autre part qui est plus membre actif, et ceux qui sont plus un peu passifs, vraiment suiveurs, mais qui sont quand même dans la dynamique de près ou de loin et qui s'engagent quand ils en ont besoin ou qui veulent vraiment apporter quelque chose. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne l'a pas forcément mesuré de manière très très précise, donc c'est plutôt de l'intuition que je pourrais te partager sur ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le noyau dur, et comme je disais, c'est vraiment les startups, puisque la communauté, on reviendra peut-être sur ce sujet, mais pour elle, ça a vraiment de la valeur ajoutée, et je pense que tu es mieux placé même que moi pour en parler. Mais donc forcément, on a un noyau dur sur les 70 startups. Je dirais qu'on a peut-être au moins 50, 60 qui sont très actifs dans la communauté, qui vont régulièrement poster des messages, faire appel à l'aide de la communauté ou à l'inverse, donner des coups de main quand ils peuvent. Donc en termes de start-up, je pense qu'on a un taux d'ambassadeurs et de membres très actifs qui est assez important. Et celles qui sont un peu moins actives, c'est notamment en fait des entreprises qui ne sont pas forcément hébergées physiquement à Hachette, mais qui ont pris un ou deux postes symboliques pour pouvoir justement faire partie de cette communauté. Et finalement, on sent que pour elles, c'est parfois un peu plus difficile d'être en interaction quotidienne avec les autres membres. Et quelles Donc, sont leurs attentes, leurs besoins, quelle est leur perception de valeur au sein de la communauté H7? Pourquoi justement? Parce que ça veut dire que quand même, il y a quelque chose de fort quand même dans le fait de je prends simplement un bureau, entre guillemets, que je paye pour participer à la valeur qu'apporte H7. Selon toi, quelles sont les attentes de ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une réelle différence d'ailleurs d'attente entre ceux qui sont un peu passifs et qui ont juste un poste et ceux qui sont au sein de H7 24/24? alors, je pense que globalement, les attentes sont les mêmes. Après, ça peut varier en termes voilà, en termes certains vont être plutôt l'accent, par exemple, sur la communication. Comme je disais, nous, c'est important de valoriser les membres de la communauté. Donc, on va essayer de relayer au maximum tout ce que font les startups de Hachette. Donc, il y en a qui vont être très fortement en attente sur cette partie-là et d'autres un peu moins. Donc, je pense que ça va être en termes globalement, les attentes vont être les mêmes, mais par contre, certains vont plutôt axer sur un pilier ou un autre. Donc, il y a cet aspect communication, valorisation. Il y a l'aspect, je pense, simplement entraide entre les membres de la communauté. Ça, je pense que c'est une demande qui est très forte et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une partie plus business, c'est tout simplement pouvoir bénéficier d'opportunités, soit avec les fonds d'investissement, soit avec les entreprises partenaires, d'opportunités business pour son entreprise, ou même de créer des offres communes entre startups de H7. On en voit de plus en plus. On a par exemple Babili qui travaille sur les crèches, qui a monté une offre commune avec Bookino qui propose une liseuse audio pour les enfants. Dans la musique, on en a pas mal également avec Tizit et Choco. Enfin, on voit de plus en plus d'offres commerciales communes créées entre startups pour essayer d'aller démarcher ensemble des clients ou des prospects potentiels en se disant qu'il y a plusieurs, ils sont plus forts. Donc, je pense que cette partie business, elle est très importante aussi dans la communauté ici de H7. Et puis voilà, il y a tout simplement le fait de pouvoir échanger de manière informelle, partager des temps et des moments ensemble. On a beaucoup de rituels comme ça, de moments d'échange informels au sein de H7. Et je pense que ça permet aussi simplement de sortir, d'échanger des idées, de challenger ces idées dans un climat dont on sait que ce sera en toute bienveillance. Donc je pense qu'il y a vraiment différents piliers entre la valorisation, cette entraide, cette coopération et la partie plus business pure et dure. Et alors, au milieu de tout ça, il y a le community builder. Sur H7, je crois que vous êtes plusieurs à gérer cette partie-là. Il y a toi, Julien, peut-être Émilie et Ninon aussi. Ninon, exactement, oui.
quel est votre rôle au sein de cette organisation en termes d'animation? Quelle est pour toi la définition du bon community builder? Quel est son rôle et sa mission? Ouais, alors on a plusieurs missions, d'autant plus que, comme je disais, nous, la communauté, c'est une partie très importante de Hachette, mais on a aussi deux autres piliers qui sont le lieu et le programme d'accompagnement. Et donc, nous, on a un rôle à la fois hybride avec Julien Hinault, donc on fait partie de l'équipe accompagnement. On est à la fois sur cette partie communauté et à la fois sur la partie programme d'animation, programme d'accompagnement, en impulsant les contenus et l'accompagnement direct des entreprises. Donc, on a un rôle de community builder qui est assez hybride. Je pense que notre première mission, c'est de connaître de manière la plus précise possible les membres qui font partie de notre communauté, et notamment le cœur de nos cibles, qui sont les startups. Le plus on vous connaît précisément, on sait quelles sont vos forces, on sait quels sont vos enjeux du moment, on le sait aussi quels sont vos manques ou vos besoins, et le plus on peut vous accompagner et impulser des coopérations utiles entre la communauté. Par exemple, on sait qu'une startup va avoir un enjeu très fort dans les prochaines semaines sur son SEO, et on sait que telle autre startup dans la communauté est très forte sur ces sujets de SEO, ben on va impulser la rencontre et la collaboration, et c'est comme ça aussi qu'on va créer cette entraide au sein de membres de la communauté. Donc je pense que notre première mission, c'est vraiment de connaître de la manière la plus précise possible nos membres, d'être aussi donc être à l'initiative des collaborations. Je pense que c'est important qu'on puisse les impulser. On organise pas mal de temps communautaire au sein de H7 entre personnes qui partagent les mêmes posts dans les différentes startups, que ce soit des CEO, des CTO, les responsables RH, les responsables communication, les responsables BizDev. Et au début, on les avait lancés sans forcément, nous, être intégrés dans les boucles, mais tout simplement lancer la machine et les laisser échanger entre eux. Et en fait, on a reçu pas mal de demandes nous disant c'est important qu'il y ait toujours une personne de l'équipe H7 qui soit là pour s'assurer que les rendez-vous ont bien lieu, qu'il y a un compte rendu, qu'il y a un ordre du jour et que ce soit animé. Donc, on a ce rôle d'animation des temps aussi collectifs au sein de la communauté. Je pense qu'on est aussi garant des rites, j'en parle un petit peu, mais tous les mois, on a un petit déjeuner mensuel. Tous les mois, on a un apéro le soir pour les membres de la communauté. Enfin, c'est des moments informels qui sont importants, et je pense que c'est aussi à nous de les impulser, de s'assurer qu'ils sont récurrents et bien organisés, et qu'on puisse comme ça, enfin, que chacun ait l'opportunité, en tout cas, de partager au sein de cette communauté. Et je dirais, il y a encore deux autres aspects. Il y a aussi diffuser un état d'esprit. Je pense que c'est très important pour nous, et avec Julien Nimon, on essaie d'y faire assez attention. C'est que vraiment tout le monde soit dans un état d'esprit de coopération, d'ouverture, de transparence et de bienveillance au sein de Hachette, qu'on n'ait pas des échanges avec des enjeux masqués ou des enjeux informels ou des enjeux commerciaux, mais que vraiment on soit sur des échanges qui soient simples, directs, transparents, et dans un état d'esprit vraiment dédié à la coopération. Et enfin, dernier point, je pense, dans notre rôle, donc au-delà de connaître les membres, impulser les coopérations, garantir les rites, diffuser l'état d'esprit, je pense qu'il y a aussi mesurer tout simplement la satisfaction de nos membres et leur engagement. Et ça, c'est hyper important pour nous, c'est s'assurer que les membres de notre communauté sont toujours heureux d'en faire partie et trouver des réponses quand ils avaient des questions, et pris le temps aussi de donner un coup de main quand on les a sollicités, et que finalement tout se passe pour le mieux. Alors justement, tu parlais de mesurer leur satisfaction. Aujourd'hui, de quelle manière vous procédez pour justement mesurer cette satisfaction? Ouais, alors on envoie des questionnaires assez régulièrement ouais, aux startups. D'ailleurs, recevoir un, je pense, en février, où on a différents sujets qui sont dédiés vraiment à la santé financière des entreprises, à la partie satisfaction sur la partie accompagnement, mais on intègre dedans une partie sur la communauté, puisque encore une fois, on pense que c'est un pilier qui est très important pour nous. Donc ça, ils vont pouvoir nous partager sur une échelle de 1 à 10 à combien ils recommandent la communauté H7, le nombre de personnes qu'ils ont pu rencontrer grâce à nous. On mesure aussi, on n'a pas parlé de tous les outils, mais l'outil central d'animation de la communauté chez nous, c'est le Slack, sur lequel on a aujourd'hui 450 membres à peu près, et pas mal d'échanges quotidiens. Et donc, nous, on mesure aussi le nombre de messages qui sont échangés sur le Slack, le nombre de messages publics versus le nombre de messages privés, ce qui nous donne aussi un aperçu de quel type d'échanges sont noués sur cet outil. Et enfin, on a un point aussi qui est important pour nous, c'est le nombre de mises en relation qu'on a pu impulser. Et là, voilà, évidemment, vous êtes
vous êtes un outil très utile pour ça, puisque justement, c'est assez difficile à mesurer ce nombre de mises en relation et l'impact que ça a pu avoir. Et donc là, on est ravis de pouvoir expérimenter la V2 de Superconnector qui va justement nous aider à suivre la mesure de ce nombre de mises en relation. Donc voilà quelques outils qu'on suit, et je pense qu'on aurait matière à travailler encore plus sur plus de KPIs pour s'assurer que voilà, la communauté fonctionne bien. Merci. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des différentes activités, des différents rites, donc les fameux rituels justement qui animent la communauté. On sait que ça fait partie vraiment des fondamentaux d'avoir des rituels. Tu parlais des apéros entre les fondateurs ou les entrepreneurs au sein de H7 de façon mensuelle. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous comme ça qui ont été, qui sont planifiés régulièrement ou des activités que vous mettez en place pour fédérer et engager votre communauté? Ouais, bah alors effectivement, tous les mois, c'est toujours un mardi matin, donc c'est, je crois, toujours le premier mardi matin du mois, il y a le petit déjeuner mensuel pour les habitants de Hachette, qui est l'occasion de présenter, nous, les grandes actualités de H7, les principaux sujets qui peuvent vous concerner, des nouveautés dans le programme d'accompagnement sur le lieu, enfin, de partager de l'information assez descendante. Et c'est aussi, en fait, l'occasion de faire pitcher tous les nouveaux membres de la communauté. En fait, on a régulièrement des nouvelles startups qui intègrent H7, et donc c'est aussi l'occasion pour elles de se présenter à la communauté. Donc ça, c'est un premier rendez-vous physique. On a des apéros, là c'est plutôt le jeudi soir, les derniers jeudis soirs du mois, je dirais. Donc c'est pareil, c'est une fois par mois, où là c'est vraiment aller se retrouver autour d'un verre sur Hit, sans ordre du jour précis, mais c'est vraiment plutôt partager un moment convivial ensemble. Sur ces moments informels, on a aussi quelques temps la soirée de Noël, soirée d'été. Enfin voilà, on essaie d'avoir régulièrement ces temps d'échange informel. On a des temps d'échange par métier, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais toutes les semaines, les CEO qui le souhaitent au sein de H7 peuvent se retrouver sur Hit pour déjeuner ensemble. Et parfois, on a 10, 15 CEO, parfois on en a 3, 4, ça dépend des moments. Mais en tout cas, ils savent que le vendredi sur Hit, il y a une table qui leur est ouverte pour pouvoir poser toutes leurs questions et échanger, partager ses actus, échanger des difficultés, des besoins. Et ça, c'est des temps qu'on retrouve entre CTO. Une fois par mois, on a un café entre CTO. Une fois par mois, on a un café d'une heure, pareil, entre responsables RH pour partager ces problématiques RH, les outils qu'on utilise, des choses toutes bêtes auxquelles on n'a pas pensé, mais quand on est RH d'une startup et que parfois c'est pas notre métier initial, bah, il faut penser à faire la médecine du travail, à avoir voilà, créer une grille d'entretien annuel d'évaluation. Enfin, là, c'est ce genre d'outils qu'on se partage à cette occasion. Et on l'a aussi sur les responsables com, sur les responsables BizDev. Donc, par métier, on a ces temps d'échange-là. Et puis après, globalement, 2 à 3 fois par semaine, on a des ateliers ou des conférences plutôt dédiées au contenu et qui permettent aussi quand même aux gens de se retrouver et d'échanger. Alors justement, dans cette veine-là, Paul nous demande quel est le meilleur moyen de fidéliser une communauté sur le long terme dans la revue de questions. Et est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, de devoir se renouveler régulièrement pour fédérer toute la communauté? Ouais. Alors, sur le meilleur moyen de fidéliser une communauté sur le long terme, je ne sais pas si j'ai le meilleur moyen, ou si on l'a encore expérimenté à H7, notamment parce que notre communauté finalement est assez jeune, hein. On a un tout petit peu plus d'un an d'existence. Bon, en tout cas, nous, la vision qu'on en a, c'est qu'une des premières briques pour fidéliser la communauté, c'est que tout simplement, il faut que les entrepreneurs trouvent un retour sur investissement. En gros, on parle après du modèle économique d'achat, mais le prix qu'ils ont à payer pour rentrer dans la communauté, finalement, il leur soit reversé derrière à long terme par les conseils qu'ils ont pu trouver, par les opportunités commerciales qu'ils ont pu générer, par les rencontres qu'ils ont pu avoir grâce à H7. Donc là, le plus elles ont un retour sur investissement, et le plus elles seront fidèles à la communauté. Je pense qu'il y a aussi tout simplement la culture de la communauté, ce sentiment d'appartenance, cette culture de coopération, d'entraide. Je pense que c'est aussi un bon outil. Et pareil, cette idée de mettre des barrières, je pense que si on arrive à avoir une communauté assez homogène en termes d'attente et d'état d'esprit, et diverse par contre dans les métiers, les membres qu'on peut y trouver, mais homogène en termes d'état d'esprit, je pense que c'est aussi ça qui crée le sentiment d'appartenance et la fidélité à long terme. Et oui, je suis assez convaincu que la communauté doit aussi se renouveler assez régulièrement
pour se fédérer, pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles dynamiques. Et c'est aussi pour ça qu'on recrute cette troisième promotion d'entrepreneurs. C'est l'idée de pouvoir intégrer des nouveaux membres qui vont apporter des nouvelles choses, des nouveaux regards, des nouvelles expertises. On a aussi des entreprises là au bout d'un an et demi, un an et demi d'existence qui commencent à quitter H7 parce que les locaux sont moins adaptés, notamment à leur taille de 10, 12 personnes, 15 personnes. Et donc c'est bien aussi que cette communauté justement se renouvelle. Alors, pour finir sur cet aspect, justement, première bougie, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier en tant que community builder, Sébastien? Je pense qu'on aurait peut-être des réponses différentes entre les différents community builders ou startup managers de Hachette. Je pense que, en tout cas, une des choses dont on est fier, c'est sûr, j'ai commencé à l'évoquer un tout petit peu avant, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des coopérations assez poussées qui se passent entre les startups de Hachette. Et quand on voit, nous, des offres commerciales créées à plusieurs mains entre les startups de Hachette qui se sont rencontrées grâce à nous, on se dit qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir cette communauté, une rencontre, et que ça soit posé sur papier. Je pense que c'est un signal assez fort. On a aussi pas mal d'expérimentations qui sont signées entre des startups de Hachette et certains nos partenaires corporate. Et ça aussi, je pense qu'on en est assez fiers. Voilà, je pourrais citer des exemples, mais on en a pas mal, que ce soit Choco qui installe ses totems musicaux dans des agences du Crédit Mutuel ou au sein d'aéroports de Lyon, que ce soit Notre Écoule, pareil, qui travaille avec le Crédit Mutuel. Enfin, on a pas mal de POC ou d'expérimentations qui sont signées entre nos grands comptes et nos startups. Et ça, je pense que ça montre aussi qu'il y a eu un vrai intérêt à cette rencontre. Et puis après, c'est tout simplement nous les échanges informels qu'on peut avoir avec les boîtes. Le fait que certaines entreprises qui quittent aujourd'hui les locaux de H7 veulent garder quand même un ou deux postes au sein de la communauté pour pouvoir toujours avoir un pied dans cette communauté. Je pense que ça aussi, c'est un signal assez fort de l'intérêt d'appartenance à la communauté H7 et dont on est aussi assez fiers. Donc, on a pas mal de sujets de fierté aujourd'hui, et même si on a encore pas mal de travail sur le sujet, mais on a des signes de fierté. Et alors, par rapport à la communauté, donc, une communauté peut généralement répondre à différents enjeux stratégiques. Ça peut être l'acquisition de clients, la fidélisation, la collaboration effectivement entre les membres, l'entraide, etc. Mais il y a aussi un enjeu qui est important et qui là du coup rejoint le business model que tu commençais un petit peu à aborder, qui est l'aspect recrutement. Là en ce moment, vous êtes dans le recrutement justement de la promotion 3. Enfin, nous, on le voit en interne, on voit que vous capitalisez énormément justement sur la valeur que peut apporter la communauté. Sur quoi repose du coup le business model comment est-ce que vous utilisez la force de la communauté pour le recrutement? Ouais. Alors, le business model de H7, il repose sur plusieurs piliers. Il y a effectivement une partie qui est les startups qu'on héberge et qu'on accompagne au sein de H7 qui payent donc un prix par mois en fonction du nombre de personnes et de leur s'ils sont en bureau fermé ou en open space. Voilà, elles payent pour cette partie hébergement et accompagnement. Donc ça, c'est une partie de nos revenus, et on a une autre partie qui est liée à l'activité événementielle de H7, comme je disais. Donc on a host la nef de H7 qui peut accueillir des événements jusqu'à 1500 personnes debout et qui est privatisée notamment auprès de grands comptes pour des séminaires, des lancements de produits, etc. Enfin, il y a des événements, plusieurs événements par semaine qui s'y passent. Et donc ça, c'est une partie assez importante de notre business model. Il y a une partie aussi liée à HIT et à son food court. Et enfin, il y a une partie aussi liée aux partenaires de Hachette, comme je disais, les 9 entreprises, les 9 corpos ou les fonds d'investissement qui également participent aux frais de Hachette et à l'intégration finalement de cette communauté. Donc ça, c'est un peu le modèle économique de H7. Et après, la deuxième partie de la question, c'était comment est-ce qu'on utilise cette communauté pour recruter la Promo 3, si je ne me trompe pas. Effectivement, en fait, on a d'ailleurs beaucoup mis en avant la communauté pour cette troisième promo, puisque comme je l'ai déjà dit, on est convaincu que c'est la principale force de H7, c'est cette communauté. Donc, on a vraiment voulu dans cet appel à projet, dire que c'est la communauté H7 qui recrute ses futurs membres et d'impliquer donc notre communauté aujourd'hui et de pouvoir aussi donner à voir ce que c'est que de faire partie de la communauté H7 aux futurs candidats. Pour ça, on a mis en place en fait plusieurs outils. On a créé un groupe Telegram où on a des entrepreneurs de H7, des partenaires de H7 et où toutes les personnes qui s'intéressent
ou qui veulent candidater à notre appel à projet peuvent s'y inscrire, commencer à échanger avec les personnes qui sont dans le groupe, poser leurs questions, poser des questions à l'équipe, poser des questions aux startups, poser des questions aux partenaires. Et donc, on a ce groupe Telegram qui permet finalement de déjà mettre un pied dans la communauté ou commencer à l'expérimenter. Et on a déjà eu des échanges entre un entrepreneur dans la PropTech qui a pu rencontrer Seb, le fondateur de Trackstone ici, qui a s'avancé sur ces sujets PropTech. Ils ont pu comme ça nous des premiers échanges. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir donner à voir ce que c'est que la communauté à travers ce groupe Telegram. Et on a aussi organisé 5 webinars avec à chaque fois des actionnaires de H7, des partenaires, des experts, des startups de H7 et des membres de l'équipe pour qu'aussi les personnes qui s'intéressent à H7 et à cet appel à candidature puissent poser toutes leurs questions sur cette communauté. Et enfin, les membres de la communauté de H7 seront aussi aux premières loges des jurys. On n'a pas encore envoyé les invitations, mais en gros, on aura sans doute 2 jours de jury de sélection pour les futurs membres de la communauté. Et évidemment, parmi les membres du jury, il y aura des startups de H7, il y aura des partenaires, il y aura des experts, enfin voilà, tous ceux qui forment la communauté. On a vraiment envie de dire que c'est la communauté qui s'élargit. On ne va pas recruter en fait les futurs startups, on recrute les futurs membres de la communauté qui seront évidemment des entrepreneurs puisque c'est notre cœur d'activité. Mais l'idée, c'est vraiment d'axer cet aspect communautaire parce qu'on veut avoir des gens qui seront directement dans le bon état d'esprit d'échange, de coopération que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, vous donnez des responsabilités à la communauté pour les engager à travers justement le fait qu'ils vont recruter entre guillemets à votre place. C'est ça, avec nous plutôt. C'est ça, avec nous. Et d'ailleurs, tu dis ça parce qu'on a vraiment envie de dire, c'est limite comme si vous vouliez avoir les prochaines personnes qui intégreront votre colloque, quoi. On a une grande colloque d'entrepreneurs et voilà, c'est aussi à vous et à nous, évidemment, de choisir les bons colloques à qui la cohabitation se passera bien pour les prochaines semaines, les prochains mois, quoi. Non, mais ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est que la perception de valeur dans tout ça, dans un bâtiment quand même de 5000 mètres carrés qu'il faut rendre rentable, en fait, on entend très peu parler du discours. En gros, il faut qu'on vende du coworking ou des places, il faut combler l'espace. C'est pas du tout le sujet. C'est au contraire quelle est la valeur qu'on apporte à travers les services, la communauté, l'entraide, tout ce qu'en fait vous avez déjà construit, vous capitalisez dessus pour le valoriser. Ouais, bien sûr. Alors après, faut quand même qu'on remplisse l'espace pour notre modèle économique. On va pas... Évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie de le remplir n'importe comment ou avec n'importe qui, ou justement avec des personnes qui pourraient mettre à mal cette communauté. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire la communauté d'abord, et ensuite on intègre les personnes qui habiteront l'espace et qui feront tourner le modèle économique. Mais parce qu'on est convaincu que si aujourd'hui on vend de l'espace en coworking à des gens qui seraient pas dans le bon état d'esprit ou qui apporteraient rien à la communauté ou qui seraient juste consommateurs ou voire qui voudraient se servir de la communauté pour des fins uniquement personnelles sans apporter derrière, tout simplement ça déliterait notre modèle à moyen et long terme. Donc c'est aussi un investissement d'avenir de se dire que c'est d'abord la communauté et ensuite effectivement les postes et l'espace. C'est intéressant. Ok. Et du coup, selon toi, comment s'intègre la communauté H7 dans l'écosystème global dans lequel évolue H7? Parce que H7 est arrivé bien après beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs. L'écosystème entrepreneurial était déjà bien développé sur notre territoire. Comment vous avez fait du coup pour ne pas arriver en simple concurrent et plutôt en agrégateur et en fédérant cette communauté autour de H7 pour créer d'autant plus de valeur aujourd'hui pour les membres de H7. Parce qu'en fait, c'est vraiment une vision long terme que vous avez mis en place dès le départ, avant même que le bâtiment était encore en chantier. Ouais. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Déjà, je pense que c'est encore un point sur lequel on travaille et qu'il faut aussi qu'on progresse. C'est vraiment notre intégration, plus nous-mêmes sortir de l'espace de H7 pour aller à la rencontre des autres membres de l'écosystème lyonnais. Donc, je pense que c'est un travail effectivement qui a été pensé avant, qu'on met en place, mais qu'on doit continuer à pousser pour les prochains mois. C'est hyper important pour nous, effectivement, d'être intégré à l'écosystème global lyonnais. Et au-delà, en fait, ce qui a été mis en place, c'est qu'effectivement, l'idée, c'était de fédérer tout le monde en amont du projet, dans la construction, pour que l'H7 vienne apporter un complément à ce qui existait déjà et ne vienne pas en concurrence. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt positionné sur de l'accélération et pas forcément l'incubation, où il y avait déjà une offre qui était assez fournie. L'idée, c'est plutôt d'apporter une continuité dans l'accompagnement et que des startups qui sont passées par certains incubateurs puissent nous rejoindre ensuite, avant derrière de voler de leurs propres ailes. Donc, c'était plutôt arrivé en complément pour
proposer à toutes les personnes qui souhaitaient d'intégrer et d'apporter leurs expertises au sein de la communauté H7, nouer des partenariats avec certains incubateurs, comme on peut avoir avec Epi 112, donc avec des startups qui ont un double accompagnement Epi 112 H7, idem pour Pulsalis, c'est aussi pousser ces logiques de collaboration-là, et puis travailler effectivement avec l'écosystème et les acteurs historiques. Là, on est en train de travailler avec Digital League sur un certain nombre de projets. C'est vraiment essayer de s'inscrire en cohérence, en continuité, sans réinventer la roue ou sans se positionner en concurrence par rapport à des offres qui existent déjà, mais plutôt d'être dans la complémentarité et de mutualiser les forces sur un certain nombre de sujets et avec un certain nombre d'acteurs. Donc, je pense qu'on doit... Et puis évidemment, on travaille au cœur de... On travaille main dans la main avec French Tech One, qui a les bureaux à côté des nôtres et qui a, c'est vraiment leur mission de fédérer tout l'écosystème lyonnais. Et donc, on travaille évidemment avec eux sur ces sujets. Et pour faire un petit peu plus aussi sur la partie outils, quels sont les outils aujourd'hui que vous utilisez en termes d'animation de communauté ou de gestion de communauté? Quels sont un peu tous les outils qui équipent l'équipe d'animation? Ouais. Alors, sans être très original, on essaie de mixer entre le physique et le numérique pour l'animation de notre communauté. Donc, sur la partie numérique, le cœur de la communauté, c'est vraiment le Slack de H7 aujourd'hui, où, comme je disais, on a 450 membres, je crois. On a une vingtaine de chaînes qui nous permettent de bien trier et segmenter les messages pour animer au mieux tous les membres et répondre à toutes les questions. Donc ça, c'est un peu le cœur du réacteur. Après, on a aussi un intranet qu'on a développé donc avec un acteur local, l'UMAPS, sur lequel qui va plutôt nous servir d'annuaire de start-up et de pouvoir acheter plutôt du contenu froid là où sur Slack, on est plutôt sur du contenu chaud. Depuis peu, on a créé aussi un Notion sur lequel on a recensé l'ensemble de nos startups donc pour pousser la visibilité, sur lequel on fait aussi un peu de veille de contenu et aussi pas mal, on pousse les offres d'emploi de nos startups. On a une page sur On Recrute où là aujourd'hui on a une quarantaine d'offres d'emploi peut-être qui sont publiées dessus, et donc ça c'est un nouvel outil qu'on a lancé il y a 3-4 semaines pour valoriser encore plus cette communauté en externe. Donc ça c'est plutôt sur la partie digitale. Et sur la partie physique, en fait, on a pensé aussi l'espace de manière à ce qu'il soit utile pour la communauté. Donc, on a HIT, comme je disais, le food court sur lequel on se réunit pas mal pour déjeuner, pour boire des verres, qui est tout à fait propice aux rencontres plutôt informelles. On a le forum qui est l'espace central au sein de Hachette où on organise très régulièrement des webinaires, des conférences, et donc qui est vraiment... on place le contenu et les échanges au centre, même physiquement, du bâtiment de H7. Donc, on a le bâtiment même qui est pensé pour favoriser cet esprit de coopération et de communauté. Et pour en venir là au recrutement justement de la prochaine promo, quelles sont un petit peu les étapes justement que vous mettez en place? Parce que donc, vous avez lancé une com avec un site dédié, avec l'aspect avec le Telegram justement, comment ça fonctionne et quelle est la mécanique derrière? Je peux pas te poser la question parce que j'en ai discuté il y a quelques jours avec Ninon et la stratégie qui était derrière et l'ouverture justement de la communauté à l'extérieur me semblait très intéressant en termes de valeur. Ouais, effectivement, l'idée de cette promo 3, c'était vraiment de donner la possibilité aux personnes qui voudraient rejoindre Hachette de commencer à expérimenter ce que c'est que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, pardon, faire partie de cette communauté. Donc, on a créé un site dédié. En fait, on a lancé l'appel à projet il y a une semaine ou 10 jours maintenant, avec un site dédié sur lequel on retrouve globalement toutes les informations et nos offres pour les startups et assez largement. On a créé ce Telegram sur lequel aujourd'hui on a à peu près 150 personnes qui sont inscrites, et donc avec un mix entre la communauté Hachette, ses entrepreneurs et les gens qui s'y intéressent, et qu'on essaye d'animer tous les jours avec des contenus exclusifs, des éléments qu'on partage d'habitude qu'aux entrepreneurs de Hachette, et que là on ouvre un peu plus largement, des temps aussi de l'accompagnement, des temps d'expertise qu'on organise pour nos entrepreneurs, qu'on ouvre également de manière ponctuelle à ce groupe Telegram pour aussi qu'ils aient accès à nos contenus en avant-première. On partage aussi la veille hebdo qu'on peut se faire nous dans l'équipe. Enfin, vraiment, l'idée, c'est d'avoir sur ce groupe Telegram des contenus exclusifs qui sont d'habitude uniquement réservés à la communauté H7 et qu'on ouvre sur ce Telegram, en plus des échanges qui peuvent y avoir. Et on a également souhaité dire que la communauté, c'est pas qu'un mot, c'est aussi en fait des femmes et des hommes qui y sont, et donc
tous les jours, tous les 2 jours, on poste aussi des vidéos des gens qui font la communauté et qui viennent présenter un point spécifique de H7. Ça peut être Eric de WePlay, à qui on a donné l'occasion d'expérimenter sa salle de musique dans nos locaux, qui vient présenter sa salle de musique. Ça peut être justement Marc de France Play et Judith de Tizit, qui est en train de créer une offre commune, qui viennent nous la raconter dans cette vidéo. Enfin, l'idée, c'est vraiment de montrer tout ce que la communauté apporte en vidéo sur des petites capsules assez courtes d'1 minute, 1 minute 30 pour ces personnes qui s'intéressent à nous. On a également organisé des sessions vidéo Ask Me Anything avec les membres de la communauté H7, entrepreneurs, actionnaires, membres de l'équipe, experts, etc. Donc, c'est 1 heure d'échange où les gens qui s'intéressent à H7 et à sa communauté peuvent venir poser toutes leurs questions. On organise 2 visites du lieu. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment que quand quelqu'un veut candidater à H7, il ait toutes les briques et toutes les informations facilement accessibles pendant cet appel à projet et qu'il puisse tout expérimenter pendant 2-3 semaines avant de se décider à candidater ou non. Donc, c'est vrai que c'est vraiment déjà montrer que cette communauté, ça a de la valeur et apporter de la valeur, alors même qu'on n'a pas encore rejoint la communauté. Et alors justement, pour revenir à ce sujet-là, pendant la crise qu'on vient de vivre là, pendant 2 mois où on était tous confinés, comment a réagi du coup la communauté pendant cette crise, pendant le Covid? Est-ce que les interactions se sont arrêtées? Est-ce que ça s'est démultiplié entre ceux qui étaient confinés, qui ont très mal vécu peut-être et qui se sont désociabilisés, et ceux qui au contraire avaient besoin d'être au contact de la communauté? Comment est-ce que vous avez géré en étant confiné vous-même du coup sur cet aspect animation? Ouais. Alors, Alors, il y a eu plusieurs choses. Bah, évidemment, je pense qu'en termes de nombre d'interactions, ça a quand même diminué par rapport à ce qu'on peut avoir quand on est tous dans le bâtiment, parce qu'il y a plein d'interactions informelles qui sont beaucoup plus difficiles à organiser en ligne. Voilà, il faut quand même s'envoyer un mail, prendre un rendez-vous, s'appeler. Enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, je pense qu'on a eu une baisse des interactions informelles. Par contre, sur la partie rencontres, contenu, etc., on a souhaité au contraire accélérer le rythme en organisant encore plus de temps collectif, plus de temps d'échange pour justement garder cette communauté soudée, garder du contenu, garder la dynamique. Et nous, avec Ninon et Julien, on a aussi appelé toutes les entreprises de H7 1 à 2 fois pendant ces 2 fois de confinement pour voilà, prendre des nouvelles, savoir quels étaient les besoins, s'assurer que tout allait bien. Donc voilà, on a essayé aussi de jouer notre rôle proactif vis-à-vis de la communauté. Il y a eu pas mal d'entraide en fait. On s'est rendu compte que dès les premiers jours, en fait, il y a eu énormément d'informations qui ont été partagées sur le Slack, sur voilà, quelles étaient les aides à disposition, des informations sur le PGE, sur le prêt garanti par l'État, sur tout un tas d'informations qui étaient utiles à tous les entrepreneurs et qu'on se partageait très volontiers. On a organisé beaucoup de temps d'échange aussi avec des avocats du droit social sur les questions de télétravail, avec des banquiers sur les prêts garantis par l'État, enfin voilà, avec la BPI sur les aides BPI. L'idée, c'était vraiment de garder ces temps d'échange sur vraiment les mesures d'urgence. Ça, c'était les 2-3 premières semaines. Et donc là, on a eu beaucoup d'interactions sur ces mesures d'urgence. Ensuite, repartir sur du contenu. Et donc là, on a organisé pas mal de temps collectif et avec une assez forte participation. Donc, on était aussi content de voir que tout simplement les entrepreneurs répondaient présents. Et puis après, sur les dernières semaines, on était plutôt sur la préparation de la reprise et le retour progressif à H7. Donc, je dirais qu'il y a eu un peu moins d'échanges informels. Par contre, on a senti, et là, on a vraiment senti qu'il y avait que la valeur de la communauté était vraiment dans ces échanges et le partage d'informations ultra réactifs sur une situation de crise. Donc ça, c'était assez chouette, assez fort à voir. Et on a vu aussi que tout simplement les gens se partageaient quels étaient leur état d'esprit, leur morale. Et voilà, quand il y a 3-4 entrepreneurs qui racontent lors d'un café CEO que voilà, le moral est bon, qu'ils s'accrochent, qu'ils se battent, ça donne, j'imagine, aussi plus envie aux autres de faire pareil. Donc il y avait aussi tout simplement des messages informels de soutien. Et puis après, et là, voilà, je salue aussi notre président Cédric, puisque c'est lui qui a pas mal bataillé pour ça, c'est qu'on a eu un signe assez fort de H7 en faveur de la communauté, c'est que nous, on a eu un soutien de la métropole sur l'exonération des loyers sur 1 mois et demi, qui couvrait donc nous l'ensemble de nos activités HIT sur la partie food courte, Host sur la partie événementielle et Home sur la partie hébergement de start-up. Et Cédric a décidé de renverser intégralement cette aide aux membres qui font le cœur de notre communauté, c'est-à-dire aux startups, alors que ça représente que 30% de nos revenus, c'est 100% de l'aide qui leur a été reversée. Donc je pense que c'était aussi un signal assez fort envers la communauté de se dire on est là pour vous soutenir et essayer de passer ensemble cette mauvaise passe.
qui est malheureusement pas encore fini. Bon. On va continuer à faire jouer l'esprit de communauté voilà, pour que tout le monde s'en sorte mieux. Surtout si jamais on se retrouve avec une deuxième vague, de capitaliser sur la valeur de la communauté, c'est d'autant plus important pour l'entraide et justement pour passer ces crises qui pourraient être à répétition. C'est clair. Merci. On arrive donc à la fin de ces 45 minutes sur ton intervention. Est-ce que certains participants souhaitent poser des questions? N'hésitez pas, on a fait beaucoup de questions. Peut-être que tu as déjà répondu à beaucoup de leurs interrogations pendant ces 45 minutes. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais si vous avez des questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Ouais, et puis, je vais me permettre également de mettre l'information dans le chat sur le site de recrutement de la Promo 3 pour ceux qui voudraient s'y intéresser ou diffuser auprès des entrepreneurs qui connaissent. Paul est en train de taper probablement une question. Comment faire partie des helpers de la communauté H7? Qui faut-il contacter? Bah, très simple, tu peux me contacter moi directement pour qu'on puisse échanger et voilà, voir justement qui tu es, pourquoi est-ce que tu as envie d'aider, ce que tu peux apporter. Et puis après, en fait, ça se fait de manière assez souple et informelle, où l'idée, c'est que si voilà, on sent que tu apportes du contenu, de la valeur aux membres de la communauté, bah, qu'on puisse tout simplement t'intégrer, te faire la mise en relation avec les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ton aide. Et puis, quand même, on s'est à créer comme ça ce réseau de soutien informel autour de notre communauté d'entrepreneurs. Donc, merci beaucoup à toi de vouloir aider. N'hésite pas à me contacter. Je mets également mon mail dans le chat. Comme ça, tu peux m'écrire directement. On arrive à la fin de ces 45 minutes. Merci à tous d'avoir suivi ce premier webinaire. On vous donne rendez-vous dès jeudi, ce jeudi 25 juin à 11 h avec Rodolphe Pasquier-Desvignes, qui est le directeur général de Réseau Entreprendre Rhône. Je vous ai partagé dans le chat le lien vers l'ensemble des Community Talks que nous organisons dans les prochaines semaines. Parce que la semaine prochaine, nous aurons aussi Virginie Delplanque, déléguée générale de la French Tech, et Alban Guyot, qui est le directeur général d'Entreprise du Futur. Voilà pour les rendez-vous des prochains jours et de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller sur le lien pour retrouver tous les talks prévus. Merci beaucoup, Simon. Merci Damien, c'était un plaisir et bravo pour cette série de webinaires qu'on va suivre avec attention. Merci à toi d'avoir inauguré cette belle série. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous contacter si vous avez des questions, ou à contacter Simon en direct. HTT est très ouvert, donc n'hésitez pas à le contacter. Merci à toutes et tous. C'est passé une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous jeudi. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt.